Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux séries éliminatoires de la Coupe Stanley. C'est une marque de reconnaissance de la part de tes coéquipiers parce qu'eux te choisissent en fait un leader. Tir dévié bloqué par Roy. Tchaikovsky à haute. C'est quel arrêt encore? Roy est super. Et le match qui prend fin. Et le Canadien qui gagne la Coupe Stanley. Un des grands retours dans l'histoire du hockey moderne. Bienvenue tout le monde dans ce nouvel épisode du podcast Les Glorieux. Je vais gagner ton animateur et avec moi aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir le professeur de l'UQAC en développement et en préparation mentale des athlètes, Monsieur Vincent Huard-Pelletier. Bonjour Vincent. Bonjour JB, comment ça va? Ça va très très bien. En partant, juste pour placer un peu les choses, là, tu as une technique en diététique, un baccalauréat en kinésiologie, une maîtrise en sciences de l'activité physique et un doctorat en sciences biomédicales. Donc, ma première question, c'est comment vont tes dates d'études? Vraiment très bien. Ouais, étonnamment. Ouais. Étonnamment, là, c'est une de mes fiertés d'avoir passé autant de temps à l'école, puis tu vois, comme là, j'en ai plus. Ah ouais, hein? Ouais, je les ai remboursés en 4 mois. Wow, OK. Ça va me prendre ton secret parce que moi, ça a pris des années. C'est fait, là, mais ça a pris des années. J'ai habité dans des 2,5 pendant 14 ans. Ah ouais. Ceci explique cela. Maintenant, tu es professeur du côté de l'UQAC. Est-ce que ça fait très longtemps que tu es rendu en mode enseignement? Non, j'ai été embauché en décembre 2024, donc ça fait même pas un an encore. OK. Puis pour le projet d'études duquel on va parler, c'était avant ça, j'imagine. Ouais, c'est ça. C'était pendant mon parcours au doctorat que j'ai fait ça. Dans le fond, je travaille encore un peu avec le laboratoire de recherche sur le hockey de l'UQTR. OK. Et c'est avec eux que j'ai fait cette étude-là. OK. On te reçoit aujourd'hui parce que tu as été mis, dans le fond, ton travail a été mis en vedette du côté de TVA Sport, un article qui a été publié sur l'étude que tu as produit, sur lequel tu travailles, sur le fait d'avoir des athlètes qui vont choquer dans des moments importants durant leur performance. Donc, moi, j'ai communiqué avec l'UQAC pour t'avoir en entrevue. Tu as tout de suite accepté. C'est vraiment très, très apprécié. Mais là, faisons comme si les gens n'avaient pas lu l'article parce que ça se peut qu'ils ne l'aient pas vu. Fait qu'on va partir vraiment de la base. Qu'est-ce qu'on entend par choquer? Choquer, le bon mot en français, c'est s'écrouler sous la pression, là. C'est simplement une baisse significative de performance qui est causée par le stress et pas par un manque de motivation ou une blessure. Donc, c'est un athlète qui veut performer, mais qui peut pas à cause qu'il est trop stressé dans le moment. Dans le fond, une genre d'anxiété de performance? Oui, directement. C'est l'effet de l'anxiété de performance sur les performances. OK. Ouais, je crois. En effet. Et d'où t'es venue l'idée d'étudier ce phénomène-là? C'est venu de plusieurs endroits en même temps. Premièrement, moi, je suis un athlète qui choquait beaucoup. Même me considérer athlète, c'était généreux. J'étais un joueur de hockey bien ordinaire, là, puis j'aurais peut-être pu être vraiment meilleur si j'avais pas choqué aussi souvent à toutes les troisièmes périodes, moindrement importantes dans lesquelles je jouais. Là. Ouais. J'étais un joueur qui se préparait super bien au niveau physique. J'avais une bonne éthique de travail. En termes de hockey, là, je mangeais les bandes puis je payais le prix. Mm-hmm. Mais j'avais la rondelle sur ma palette en troisième période, puis c'était comme si c'était une bombe. Là. Je m'en débarrassais. Puis... Donc, il y avait ce côté-là personnel. C'est quelque chose que j'avais pas vraiment réglé dans mon parcours sportif. D'un autre côté, je travaille encore avec Hockey Québec. Là. On travaille en collaboration depuis 2020. Puis j'aide au développement puis à la préparation mentale des hockeyeurs puis hockeyeuses en vue des Jeux du Canada, mais aussi les programmes élites en général. Okay. Donc, c'est un mandat que la Fédération nous a donné. Puis on s'est dit, pourquoi pas, on va aller voir ce qui s'est fait comme recherche là-dedans. Puis il n'y avait pas grand-chose, mais on a quand même réussi à monter une mesure par questionnaire qui prenait 5 à 10 minutes à remplir puis qui donnait des bons résultats pour prédire les épisodes de choking. Donc, tant mieux.
OK. Mais là, dans le fond, l'idée vient de toi ou ça vient de Hockey Québec ou c'est en travaillant avec eux que le fait de générer une étude, j'essaie de comprendre le processus pour qu'après ça, on puisse embarquer dans c'est quoi l'étude, comment est-ce que ça s'applique, puis comment ça pourrait se développer dans le futur. Ça venait vraiment des demandes de Hockey Québec. OK. Moi, c'est un sujet qui m'a tout le temps intéressé, mais je n'avais jamais voulu vraiment aller plus loin. Puis eux, ils ont vraiment dit, on aimerait ça que nos athlètes performent quand c'est le temps. Okay. Et de limiter le plus possible les effondrements dans les matchs importants. Donc, il y a tout de quoi à faire avec ça, Vincent? Puis, on a dit, oui, sûrement. OK. Donc, là, tu as fait une revue littéraire. Dans le fond, tu as regardé qu'est-ce qui existait. Puis là, tu me dis, il n'y avait pas grand-chose. Qu'est-ce que tu as trouvé? Est-ce que c'était compatible avec ce que vous tentiez, ce sur quoi vous tentiez de mettre le doigt, tu sais? Il y avait beaucoup d'écrits au niveau théorique. OK. Il y avait quelques auteurs qui avaient décidé de conceptualiser l'effondrement. C'est comme un vieux concept qui est comme revenu à la mode dans le courant des années 2010, mais qui a été beaucoup étudié comme dans des sports très simples comme le golf, okay. Les lancers francs au basket, puis les dards, donc des sports de précision faciles à mesurer. Mm-hmm. D'habitude, je tire 80% dans le bullseye, puis quand je suis stressé, je tombe à 40. Ouais. OK. Dans les sports collectifs, ça n'avait pas vraiment été étudié, puis ça avait encore moins été étudié dans un concept réel. On isolait une action en laboratoire, puis on induisait du stress de façon artificielle. Mm-hmm. Donc, les joueurs dans le labo, ils tiraient, puis après ça, on mettait soit vraiment du son fort pour les stresser, ou on disait, si tu l'as pas, t'as 0, puis on te donne 10 piastres à chaque lancer que tu vas avoir. Donc, c'était comme un genre de stress artificiel. Puis nous, on l'a vraiment mesuré en vraie situation de match, du vrai stress. Puis, je vous dirais que ça a quand même bien marché. OK. Mais on va encore l'améliorer pour la suite. Ouais. Le hockey, on le voit sur tout ce qui est statistique avancée. C'est compliqué parce que c'est un sport qui est très dans l'action, qui est très mobile. Il y a beaucoup de petites actions dans un jeu collectif versus le baseball qui est un sport arrêté, le football aussi qui est un sport, c'est tout le temps arrêté. Un jeu, c'est 5 secondes, 10 secondes, puis tu es capable de... Le hockey, c'est pas ça. Là. Tu peux être 5 minutes sur la glace à patiner, puis tu as plein d'éléments. Comment on réussit à aller chercher l'élément de choking dans un sport comme le hockey? C'est bien difficile. Ouais, hein? Pour être honnête, là, je vous dirais que s'il y a une limite à notre étude, c'est vraiment la mesure des épisodes de choking en tant que tel. OK. Dans un monde idéal, on aurait réalisé l'étude vraiment avec disons, plusieurs matchs différents contre le même adversaire. Uh-huh. Comme ça aurait été plus facile de dire, OK, là, c'est une contre-performance qui est causée par le stress, mais même là, il reste tout le temps des limites. Oui, tu sais, je fais juste penser, tu dis contre le même adversaire. Mettons, les séries au hockey, c'est souvent des 4-7 ou des 3-5 ou des choses comme ça. Sauf que le match numéro 1 d'une série versus le 7e, ce n'est pas du tout le même... Tu sais, c'est pas le même enjeu, là, même si ce sont les mêmes adversaires qui s'affrontent. Oui, c'est ça. Puis, on a eu des débats, je te dirais, interminables là-dessus. Quitte à, même à un moment donné, j'avais abandonné l'étude et on n'arrivera pas à mesurer le choking. On ne s'entend pas sur qui a choqué ou pas. OK. Mais je te dirais que finalement, on est allé avec un agrégat de résultats. Là, parce que la statistique s'appelle le game score. Là, il y a une quinzaine de statistiques avancées là-dedans. Puis ça nous donne une bonne idée de la qualité du jeu de l'athlète. OK. C'est ce qu'on a trouvé de mieux, mais je me cherche quelqu'un qui est vraiment solide dans l'intelligence artificielle justement pour continuer le projet. OK, oui, non, c'est ça. Faut pousser parce que j'imagine que manuellement aller déterminer chacune des actions, ça c'est pas faisable. C'est vraiment difficile et surtout si on veut l'appliquer à une équipe sur une saison complète,
puis qu'on veut vraiment être certain de notre mesure, puis surtout si on veut le faire à grande échelle, oui, on n'a pas le choix de passer par la technologie. Uh-huh. Tu disais, dans le fond, que dans vos discussions, vous étiez même pas d'accord sur qui avait choqué. Et pourtant, c'est une étiquette qui est tellement commune. Puis on a tous des noms là, qui nous viennent en tête là, d'athlètes professionnels. Ça, c'est un choker. On est capable. Mais des occasions de choker, là, tu me dis que vous, dans votre étude, vous aviez de la misère à vous pas coordonner, là, mais à avoir la même vision de ce que c'est le choking. C'est fou pareil. Oui, souvent, c'est plus facile à l'œil de dire qui a choqué ou pas. C'est la beauté du sport, c'est ce qui fait que je vais pouvoir faire de la recherche là-dessus vraiment longtemps sans épuiser le sujet parce que on regarde un joueur, on se fait une opinion, puis après ça, on va regarder les stats et on se dit finalement, c'était une contre-performance ou c'est-tu lui qui a mal joué ou c'est l'autre équipe qui a bien joué contre lui ou il a été malchanceux? C'est vraiment difficile d'arriver à un consensus. Il y a beaucoup d'interprétations là-dedans. Je dirais que même sur des joueurs qui sont pas, je dirais pas chokeux, mais des joueurs que les gens s'entendent pour dire généralement que c'est des chokeux, comme Mitch Marner, en congrès, j'ai entendu des professeurs qui me reprenaient et qui disaient, en fait, je pense pas que c'est un choker parce qu'il a fait telle statistique dans ces matchs-là. J'étais comme, non. Ouais. Ça se vaut comme point aussi. En effet, puis tu sais, quand tantôt je parlais d'athlète professionnel, c'est le nom que j'avais en tête. Et moi, parce que c'est un nom qu'on entend souvent, mais moi, je n'ai pas cette perception-là de lui. Au contraire, tu regardes ses chiffres en série, puis il se maintient à peu près la même chose qu'en saison régulière, sauf que, ce qui vient le désavantager, j'ai l'impression, c'est que les Leafs sont une équipe qui croule sous la pression, et comme c'est un joueur majeur dans cet alignement-là, il est sur la glace dans les moments les plus importants constamment. Donc, il est facile à être associé au fait que l'équipe choke parce qu'il est sur la glace quand c'est important. C'est ça, personne ne parle du fait qu'il était sur la glace quand le Canada a gagné les 4 nations. Non. C'est moins important tout d'un coup parce que ça ne vient pas appuyer notre perception du joueur. Oui, c'est ça. Moi, je ne suis pas un fan d'identifier vraiment des joueurs comme choker. J'aime mieux essayer de me lancer sur les occasions où il peut avoir eu un choke. OK. Je ne sais pas si tu vois la différence. Oui. Puis j'imagine que là, ça te permet d'avoir du tangible aussi pour l'étude. Parce que les actions ils n'ont pas de visage, ils n'ont pas de numéro dans le dos, ils n'ont pas de nom. Là. Ce sont des actions. C'est quelque chose tu parlais, moi et d'autres chercheurs dans le domaine du hockey, pour l'identification de talent, c'est un autre de mes dada en recherche. Là, et présentement, le gold standard de mesure d'identification de talent, c'est l'évaluation du coach ou du recruteur. On n'a pas de mesure tangible de c'est quoi le talent au hockey. Donc, c'est vraiment des sujets qui sont le fun. Puis, je ne sais pas ce qui va arriver dans les 5, dans les 10 prochaines années dans la recherche sur le hockey, mais il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire, étonnamment. Je disais que c'est une étiquette qui est lourde à porter pour les athlètes. Tantôt, je disais, là, les Leafs aussi, c'est une organisation. Le fait de dire qu'une personne est un choker, est-ce que ça vient pas soi-même générer cette anxiété-là de la part de l'athlète? C'est pour ça que les athlètes professionnels, ils doivent se tenir loin des réseaux sociaux durant surtout les séries éliminatoires. Là, Et moi, les athlètes que je vais encadrer dans les prochaines semaines, les prochains mois, la saison commence. On est dans les camps d'entraînement junior majeur, puis le hockey mineur, ça va être peut-être dans 2-3 semaines. Je vais leur dire, les réseaux sociaux le moins possible, puis limitez-vous aux gens que vous connaissez. Puis même au niveau du feedback, là, quand ça devient des situations importantes comme les séries, tenez-vous-en à votre personnel d'entraîneur, vos coéquipiers. Parce qu'à un moment donné, ça fait beaucoup, beaucoup d'avis. Ça peut créer de la confusion, mais aussi ça peut devenir très lourd et mettre beaucoup de pression inutile sur un joueur de hockey qui, dans le fond,
le but reste le même, on met la rondelle dans le but à la fin du match. Ça devrait pas être quelque chose qui est aussi stressant, sauf que ça peut venir très tôt, très vite. Oui, puis une fois que tu as choqué une fois, ben là, tu as cette étiquette-là qui revient. Toi, tu as des petites cicatrices en dedans qui te disent la prochaine fois que ça arrive, qu'est-ce que je vais faire? Je veux-tu être en mesure de passer à travers ou ben non? Ça crée un doute, puis ce doute-là, il est mortel quand tu arrives dans une performance vraiment importante. Là. Et c'est pour ça que c'est bon de digérer ces contre-performances-là, d'y penser, de voir ce qu'on a fait de bien, voir ce qu'on a fait de mal, d'avoir un préparateur mental, si on peut en avoir un là, qui vient nous aider. Tu le vis comme n'importe quelle mauvaise expérience. C'est une mauvaise expérience qui est mal gérée, ça devient traumatique. C'est la même chose pour le choking. Autant que ça peut, si tu le ramènes d'une bonne manière, se transformer en force et augmenter ta résilience. Il y a beaucoup de travail à faire. Puis oui, quand l'équipe la plus populaire de la Ligue nationale de hockey se plante en série comme 5 ans en ligne, avec le plus gros marché médiatique, puis des joueurs qui sont payés 12 millions, ça donne des étiquettes désagréables. Puis tu vois, Marner a décidé de signer à Vegas pour aller dans l'environnement où est-ce que le hockey, c'est important, mais pas mal moins. Puis les médias, sont moins pires en double. Oui, puis tu sais, l'historique de succès dans les dernières années est là, donc c'est une formation qui sait gagner. Tu sais, on donne souvent cette image-là que l'équipe, elle a appris à gagner, tandis que les Leafs ont appris à perdre. Moi, j'ai une hypothèse avec les Maple Leafs. Dis-moi qu'est-ce que tu en penses. OK? Ouais. Je ne sais pas si c'est applicable, mais moi, si j'étais un membre des médias qui couvrent les Maple Leafs de Toronto, je dirais, cette année, gang, on est des cheerleaders. On ne fait que dire du positif parce que j'ai l'impression que à la moindre occasion, ce n'est que du négatif qui revient à l'entour de l'équipe. Et ça, ben, ça devient ce fameux cercle vicieux-là. Soyons des cheerleaders, soyons des pom-pom girls. Écoute, on sera moins crédible pendant un an, mais au moins, on éliminera ce facteur-là dans l'équation. Parce que c'est sûr que ça a un impact. Les fans, les médias, tout le monde le bruit alentour de l'équipe doit être abominable à vivre. Oui, il y a tellement d'émissions de lignes ouvertes là, qui parlent du Canadien et des Maple Leafs. Là. Mm-hmm. Je pense que Montréal gère mieux son environnement médiatique, surtout depuis que Chantal Macabé est rendu avec le Canadien. Pour vrai, on dirait que j'entends juste des belles histoires de Montréal. C'est très, très positif comme vibe. Puis j'ai l'impression que le négatif, on le met un peu en dessous de la couverte, on essaie de le régler à l'interne avant que ça sorte. Mm-hmm. Fait que oui, moi, je serais 100% willing de mettre ma crédibilité journalistique de côté pour une saison, pour faire comme on la gagne cette année, les boys. On n'est pas journaliste, soit dit en passant. Nous autres, on peut dire ça. J'imagine que des vrais journalistes de métier, eux autres, ils peuvent pas faire ça. Mais le pire, c'est que, comme là, il y a la reconstruction sur Crave, là, l'émission sur le Canadien de Montréal. Il y a eu l'équivalent sur Amazon Prime pour les Maple Leafs de Toronto, qu'on suivait les fameuses séries où John Tavares a reçu un coup de genou accidentel de Corey Perry dans la série. Là. Mm. Et suit la saison au complet, puis sont dans le camp d'entraînement, là, puis ils parlent du fait de cette année, on va pas te choquer. Si bol, tu peux pas plus te mettre toi-même cette pression-là d'en face, là. C'est l'organisation, là. Ouais, c'est ça. Je sais pas à quel point sont suivis en préparation mentale les Maple Leafs. S'ils sont, ben il y a clairement un ajustement à faire parce que les discours autour de l'équipe sont tellement négatifs que c'est dur de virer ça en confiance à l'autre bout. Mm-hmm. Je reviens à ton étude à toi. Lâchons les livres, là. C'est le fun, là, Toronto, mais c'est pas. Tu les as pas étudiés. Malheureusement, non. Non, un moment donné, peut-être. Donc, avec Hockey Québec, vous lancez l'idée de l'étude, tu approches des athlètes pour les faire participer à l'étude. Qu'est-ce que tu leur dis, mais surtout, comment ils reçoivent ça? Est-ce qu'il y en a qui ont fait « Hey, tu es en train de dire que je suis un choker ou quoi? » Est-ce qu'il y en a qui se sont sentis attaqués ou offensés ou ciblés parce que tu les approchais pour participer à l'étude? Non,
parce que on approchait tout le monde qui était... Parce que là, tu sais, vu que ça fait partie d'une étude, ben, il y a la confidentialité qui embarque. Oui. J'essaie de pas trop en dire puis pas mettre dans le trou parce que c'est vraiment mon genre. Mais tous les athlètes qu'on a approchés faisaient partie, si tu veux, de la même identification. OK. Ils faisaient partie de la même grappe. Tout le monde a suivi l'étude égale. OK. Donc, c'était juste quelque chose qu'il y avait à faire. Tu sais, quand ils me voient arriver, les joueurs, ils savent que j'arrive avec un questionnaire psychologique à quelque part. Tu sais. Ils se posent pas vraiment la question, tu sais, c'est-tu... Il n'y a pas un doute qui arrive, c'est juste un autre questionnaire à remplir, puis c'est pas plus grave que ça. OK. Puis un aspect vraiment important aussi par rapport à ce que tu dis, c'est que les joueurs, tu sais, on a calculé notre choking dans une compétition importante. On l'a pas dit aux joueurs OK. qu'on allait mesurer leur choking. Donc les joueurs, à ce jour, ils ne savent pas s'ils ont été identifiés de choker ou pas. OK, ils connaissent pas le résultat, mais là, ils savent que tu as fait une étude sur cet élément-là, puis s'ils te reconnaissent, ils savent que c'était ça. Tes questionnaires, c'était là-dessus que ça portait. Entre autres, oui. Mais Okay. tu sais, on a tellement mesuré de construit psychologique à l'intérieur d'une période de 2 ans que tu sais, c'était juste un questionnaire parmi tant d'autres. Tu sais, j'ai mesuré la cohésion à l'intérieur de l'équipe, les traits de personnalité, la résilience, le grit, la capacité à s'auto-évaluer. OK. Donc ça, c'était vraiment juste un outil parmi tant d'autres. C'est juste que celui-là, ben, on était vraiment plus en exploration, tandis que les autres, on était très safe dans ce qu'on faisait. OK. Des résultats que tu as jusqu'à maintenant, que vous avez été en mesure d'extraire de cette étude-là, est-ce que tu as pu, jusqu'à maintenant, évaluer des éléments, des différenciations liées, je vais dire, mettons, le sexe, le milieu d'origine, la culture, le niveau de scolarité, la santé financière d'origine du joueur? Est-ce que ces éléments-là de background viennent influencer la propension à choquer ou non dans les performances? Par rapport au sexe, honnêtement, c'était peut-être 60-40, 60 filles, 40 gars. Donc, OK. avec l'échantillon qu'on avait, c'était pas assez gros pour dire qu'il y avait une différence. OK. Une autre chose aussi, c'est que les filles, à l'adolescence et au début de l'âge adulte, ont tendance à être plus sensibles aux émotions négatives avec la puberté. Puis c'est juste un mécanisme de défense biologique. C'est parce que eux, ben, il y a je m'en dis des centaines d'années. Il y a des dizaines, des centaines et des milliers d'années, ben, ils arrivaient à l'âge de procréer. Puis là, ben, fallait qu'ils se méfient des grands méchants garçons qui arrivaient pour prendre profit d'eux. Uh-huh. Donc, les filles, naturellement, à l'adolescence, sont plus sensibles aux émotions négatives. Dans notre étude, cette différence-là n'a pas vraiment apparu. OK. Mon hypothèse, c'est probablement que les filles sportives se démarquent des filles standards. C'est par exemple au niveau de l'image corporelle. Les filles de base, là. Les filles de base. On dit ça en blague, hein? Ce sont des femmes quand même, c'est pas ça. Ouais, c'est ça. Nous autres, on avait juste un modèle premium. C'est ça. Non, mais mettons, si je rentre dans une école secondaire, ouais. Puis je parle, par exemple, de poids corporel. Alors là, c'est un sujet vraiment touché. Puis moi, je donne un cours d'évaluation de la condition physique. Puis à chaque année, la composition corporelle, c'est le point où est-ce que je sais que ça va accrocher. OK. Nos filles qui font les camps des équipes Québec ou qui sont à ce niveau-là au hockey, sont habitués de se faire checker pour les performances, pour maximiser, ouais. Je comprends. C'est simple que c'est pas une question d'apparence, c'est juste d'où le premium, c'est ça que tu voulais dire. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, sexe, pas vu de différence. Okay. Les positions, pas vu de différence aussi. On aurait pu s'attendre à ce que les gardiens, par exemple, ça sorte différent des joueurs, mais non. Non, OK. Pas mal semblable. Une différence que j'ai vue à l'œil et que je peux pas vraiment prouver avec des analyses, c'est vraiment il y a beaucoup de joueurs et de joueuses sur lesquels il y avait des attentes élevées qui ont sorti comme un peu red flag. OK. Puis ça, c'est une des raisons aussi pourquoi on n'a pas révélé l'identité des athlètes féminines et masculines, parce que
c'est supposé être des joueurs qui sont performants. Et probablement qu'eux, ils voyaient la compétition ou le moment de la cueillette comme quelque chose de charnière dans leur développement et pour leur carrière dans le futur. C'est peut-être pour ça qu'ils sortaient un peu plus à risque. Mais ça, c'est dur à prouver. Ouais, c'est ça, exact. Puis en même temps, ça me fait penser, pour avoir joué un peu au hockey mineur, les meilleurs athlètes, je viens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, t'enseignes à Lucac, à Chicoutimi, Ville-Saguenay maintenant. Tu vois quel âge que j'ai à peu près. Hein? On en connaît, ceux qui étaient les meilleurs, puis là, t'as l'impression que toute la région s'attend à ce qu'ils deviennent une vedette. Finalement, ça marche pas. Puis c'est un autre que lui était pas, ou elle était pas sur le radar nécessairement, mais qui s'est rendu parce que XY raison. T'sais. Fait que ça m'étonne pas tant que ça que tu me dises qu'à l'œil, tu as vu des éléments comme ça. Ouais. Oui, puis il y a l'aspect aussi que souvent, ces athlètes-là qui ressortent là, dans les listes de repêchage, ils ont des standards extrêmement élevés pour eux-mêmes. Ils tolèrent rien de mieux que la perfection. C'est dur. Je me rappelle, j'ai parlé à un prospect, là, ce qu'il appelle un blue chip prospect, là, des gars qui vont sortir première ronde avec Michel. Mm-hmm. J'ai demandé comment tu as trouvé ton tournoi la fin de semaine passée, tu sais. Et moi, j'avais vu les matchs. On était avec l'équipe. Puis il dit c'était bien moi. C'était correct, tu sais. Le gars, il a fini premier scoreur du tournoi, là. Tu sais, mais même ça, c'était pas suffisant parce que tel élément, telle affaire, tel truc, j'aurais pu faire mieux. Puis, ouais, je comprends. Ouais, c'est ça. Tu sais, quand on vise tout le temps plus haut, c'est dur de se satisfaire d'où ce qu'on est. Puis des fois, on vient tellement... on se lave tellement le cerveau à vouloir viser plus haut que ça vient gruger notre confiance dans le moment, tu sais. Mm-hmm. C'est dur à mesurer. C'est facile d'étiqueter des gens de choking. Comment on fait pour réussir à enlever cette étiquette-là? Comment un athlète ou quelqu'un peut aider un athlète à surmonter ce défi-là supplémentaire qu'il a? Ben, ça dépend de la source du choking, je te dirais. Un athlète, par exemple, qui va être trop centré sur lui-même. Tu sais, moi, c'était mon cas, là, je te dirais, dans les moments stressants, puis ça l'était dans toutes les sphères de ma vie. Fait que, tu sais, souvent, un athlète, ce qu'on va faire, c'est que tu peux enlever le hockey carrément de l'équation puis dire, tu prends par exemple une présentation orale. Quand tu donnes une présentation orale, est-ce que tu es du genre à focusser sur OK, j'ai pas de poignée d'un dent, mes cheveux sont bien placés, est-ce que j'ai de l'air d'avoir chaud, est-ce que je bégaye? Si tu te poses toutes ces questions-là, ben, tu n'es pas en train de faire ta présentation ou tu es peut-être en train de commencer à bégayer. Dans ce temps-là, ça c'est de la conscience de soi. Là, c'est un des facteurs qui cause le choking. Ces athlètes-là, ben, en contexte social, on va leur dire pense aux autres. Mettons, tu es stressé dans une conversation, ben, pense à la personne à qui tu parles, puis arrange-toi pour qu'elle soit le plus confortable possible, puis là, tu vas arrêter de penser à toi. Uh-huh. Sur la glace, ça peut être de focusser sur la communication avec tes coéquipiers. Ça peut être de regarder le jeu, comment il se déroule, je dirais, avec une vue d'ensemble. Tu essaies de prendre du recul quand tu es sur la glace, quitte à jouer un peu au corps arrière, au football. OK. Ça t'empêche de focuser sur toi. C'est ça, c'est un truc que tu peux donner. Des fois, ça fait le travail. Des fois, tu peux dire à l'athlète aussi, tu as juste le droit de penser quand tu es sur le banc. Quand tu arrives à la glace, OK. tourne ça à off et laisse le flow. Laisse le flow arriver. Donc, cette catégorie d'athlètes-là, moi, j'en faisais partie, ben, c'est vraiment ça. Puis c'est dur. Tu sais, ça se fait pas dans une pratique, ça se fait même pas dans une semaine, c'est quelque chose que tu grindes là, avec le temps. Et finalement, tu te trouves toi-même des stratégies que le préparateur mental t'a pas données, puis finalement, ça fonctionne avec toi. Mm-hmm. Il y en a qui ça va être, par exemple, de serrer beaucoup les poings, de faire contraction-relâche, puis ça permet de relâcher le stress un peu.
ils peuvent faire ça sur le banc. Il y a d'autres joueurs que ça va être vraiment de faire des gros efforts pour quand tu es sur le banc, mais surtout avant le match. Puis, encore mieux, juste avant de se coucher, de visualiser des situations positives le plus réaliste possible. Premièrement, ce que tu fais, c'est que tu visualises, par exemple, dans la situation qui te stresse. Je dis ça, puis dans ma tête, je vois une sortie de zone, je me vois dans la zone défensive, puis j'étais comme, ça me stressait tellement que le défenseur vienne me pincher, tu sais. Mais si ça, c'est ce qui te stresse, ben, tu t'imagines en faire une belle sortie de zone, que tu as la passe d'un patin, tu la prends, tu la remets à ton centre, puis après ça, tu t'en vas à l'attaque. Deuxième étape, c'est que tu le fais, la même situation, mais avec un petit peu d'adversité. Donc là, tu as de la pression, puis tu essaies de faire ton jeu pareil, puis ça marche. Puis là, la troisième fois que tu vas le faire, la troisième étape, c'est-à-dire, c'est que tu vas le faire, mais avec worst case scénario, là. Hein? Le worst case scénario, là. Oui, le worst case scénario, mais par miracle, ben, tu réussis à l'avoir. Puis ça, faut que tu te... C'est une forme de brainwashing, mais qui marche. Parce que ton cerveau, il fait pas tant que ça la différence entre ce que tu dis et la réalité. Fait que tu l'imagines souvent, tu l'imagines le plus réalistiquement possible. Tu sais, si tu es capable de reconnaître l'odeur de la glace ou des gants, quand tu fais ton scénario dans ta tête, c'est encore mieux. Avec le bruit des estrades, puis ce qui se passe à patinoire, ton sang qui colle sa passe. Tu te mets ça le plus réaliste possible, puis tu fais plein de répétitions pour réussir. Ça peut marcher. Il y en a avec qui ça marche mieux que d'autres, mais je te dirais que généralement, dans tous les sports, là, c'est une stratégie qui fonctionne. Si c'est vraiment le stress quand tu es sur le banc ou juste avant, non, vraiment, je te dirais sur le banc ou entre les périodes, ben là, ce que j'aime vraiment conseiller, c'est des techniques de respiration. Où est-ce que tu vas inspirer pendant 2-3 secondes, tu vas le garder pendant 3-4 secondes, et tu vas l'expirer en 5-6 secondes. Ton système nerveux parasympathique, ça c'est comme le système nerveux qui te relaxe, là. Il va avoir tendance à activer quand ton expiration dure plus longtemps que ton inspiration. Fait que ton corps, automatiquement, si tu expires plus longtemps que tu inspires, il va avoir tendance à se relaxer. Ça marche sur le banc ou dans la chambre. Mm-hmm. Ça marche pas partout sur la glace parce que les pieds ils bougent puis c'est contre-productif. Donc, tu sais, il y a un moment pour relaxer, mais il y a aussi un moment où juste tu te laisses aller et tu penses à rien. Donc, tu sais, ça, c'est tous des petits outils qu'on peut donner aux joueurs pour essayer de réduire le plus possible là, les occurrences de choking. Mais ça change d'un joueur à l'autre. Il faut vraiment comprendre aussi la raison derrière. Mm-hmm. Est-ce qu'on peut... Comment je te dirais ça? Est-ce qu'on peut amener les entraîneurs ou le personnel de soutien alentour des équipes à pouvoir aider les athlètes à surmonter ça? À faire des approches où ça doit vraiment venir de l'athlète d'aller chercher de l'aide s'il en a besoin? Je pense qu'il y a un travail à faire du point de vue des entraîneurs. Je pense que la manière de donner le feedback, de donner les rétroactions va avoir une influence sur comment l'athlète digère une situation qui s'est mal passée. Les athlètes qui ont tendance à rester constructifs, ils ne sont pas émotifs quand il y a une situation comme ça qui arrive et qui reste en contrôle. Les pédagogues, si tu veux, j'aurais tendance à croire qu'il y a moins de risque de choquer parce que tu enlèves un peu l'émotion de cette situation-là, tu viens de rester stress. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Deuxièmement, avant que la situation possible arrive, ben, tu essaies d'être le plus positif possible, quitte à pas croire tout ce que tu dis.
Faut que tu tricks toi-même. Faut que tu te. C'est comme tu disais tantôt, le cerveau, entre ce qui se passe pour vrai et ce que tu t'imagines quand tu fais de la visualisation, la différence est un peu floue. Il va finir par le croire. Fait que c'est ça, il faut que tu joues toi-même avec ton cerveau pour te faire évoluer. Oui, puis tu sais, j'ai lu une étude au baseball où il y avait un groupe où est-ce qui se surévaluait, un groupe qui s'évaluait correctement, puis un qui se sous-évaluait. Puis celui qui se surévaluait avait tendance à s'améliorer plus que les autres. Ah ouais? Oui, parce qu'ils se souvenaient uniquement de leur bon moment. Donc, tu sais, au baseball, tu frappes une balle sur 3. Uh-huh. Mais eux, ils focusaient vraiment sur la fois qu'ils l'avaient frappé, tu sais, à la place de focuser sur 2 fois qu'ils l'avaient manqué. Mm-hmm. Puis au bout de la ligne, ben, ils étaient plus focus, ils avaient plus de confiance, puis ils réussissaient mieux. Ça peut devenir un plancher glissant, un terrain glissant un peu parce que, tu sais, moi, ma thèse, elle portait beaucoup sur l'auto-évaluation des joueurs. Tu sais, c'est un sujet qui est central. Je te dis au hockey, quand tu parles des entraîneurs, là, Mm-hmm. Une des affaires qu'ils disent en premier, c'est « Ah, tel joueur qui s'évalue tellement mal, il pense qu'il est ici, puis nous autres, on le voit là. » Puis quand tu parles aux parents, ben là, c'est le contraire. Tu sais. Un joueur qui s'évalue trop bien, puis qui n'est pas conscient des choses qu'il a travaillées, ben là, on peut tomber un peu dans le narcissique ou dans le désagréable pour les autres. Tu sais, quand je travaille avec des équipes, souvent, je vais demander aux joueurs de s'évaluer. Ben, disons que c'est une évaluation qui est de 0 à 10. Si le joueur se classe 8 sur 10, mais que tous ses coéquipiers classent 5, je sais qu'il va avoir ça va accrocher avec ce joueur-là à un moment donné durant la saison, puis on va essayer de pas de descendre son estime de soi, mais vraiment faire prendre conscience des choses et améliorer pareil. Tu peux rester 8 sur 10 dans ta tête, il n'y a pas de trop, mais ça, pour avoir le 2 sur 10 qui te manque, il y a tel élément, ouais. C'est drôle parce que, tu sais, tantôt, je te demandais, est-ce que les coachs peuvent aider? Puis on a eu des exemples tristes. Puis là, on va revenir avec Mitch Marner puis les Maple Leafs avec Mike Babcock qui avait demandé, alors qu'il était recru, tu sais, de faire ta liste de tes coéquipiers qui te donnent le plus d'efforts, puis du meilleur au pire, puis qu'il avait nommé dans la chambre, hey, Mitch Marner, il trouve que toi, tu donnes le moins d'efforts, puis comme tellement mauvais pour l'estime de soi, puis le mental, c'est fou comment est-ce que il y a beaucoup de gens qui peuvent avoir une influence, l'athlète lui-même, mais il y a du monde alentour qui, soit bien intentionné ou mal intentionné, peuvent venir scraper tellement de trucs importants. Là. Je me rappelais plus de ce chapitre-là, la carrière à Mike Babcock, parce que ça a déjà été un de mes entraîneurs préférés, parce que j'étais un gros fan des Wings. Quand tout le monde aimait les Penguins de Pittsburgh à la fin des années 2000, pas avant le temps d'être Zuckerberg. Tout ça. Lidstrom, ouais. C'était pas un grand pédagogue. Non, c'est ça. Et puis, il n'est pas dans la ligne en ce moment. Ça a l'air qu'il n'apprend pas de ses erreurs. Donc, tu fais ton étude, tu es avec Hockey Québec, tu sors des résultats. Dans l'article de TVA Sport, on parle de une baisse de 20% des performances. Là, tu viens nous donner des trucs pour pouvoir passer par-dessus pour les athlètes. Quelles sont les retombées potentielles de cette étude-là? Est-ce qu'il y a des formations qui pourraient t'approcher? Est-ce qu'il y a des athlètes qui pourraient t'approcher? Est-ce que ça a déjà été le cas? Parce que là, avec TVA Sport, l'entretien qu'on fait aujourd'hui ensemble, on va te faire rayonner, là. Fait que... Mais tu vois, je bois du café, puis 8h45 le soir. T'es pas couché, c'est ça que ça veut dire? Non, c'est ça, mais j'ai tellement eu une grosse semaine. Ouais. C'est la rentrée scolaire la semaine prochaine à l'UQAC. Mais sans joke, j'ai eu 10 entrevues médiatiques cette semaine. J'ai jamais vécu ça. Fait que oui, pour répondre à ta question, il y a des formations qui m'ont approché. J'ai rien signé encore, mais je vais travailler pour une formation là, de la région dans un avenir très, très, très rapproché. OK, c'est bon. Donc, ça reste au niveau du Québec, si je comprends bien, pour l'instant. Bon, oui, pour l'instant, je viens de déménager
en s'en allant vers la baie. S'il paye le déménagement, on verra. Facebook sur l'article du journal, puis il y en a qui disaient ça nous prendrait à Montréal, puis j'étais comme la blonde ne voudra pas. Peux-tu le faire en télétravail? C'est même populaire à cette heure. On va le faire en Zoom, OK? Ouais. Mais je te dirais que la suite, c'est vraiment de suivre justement une équipe élite. Ouais. Une équipe qui reste ensemble vraiment pendant 2 ans. Raffiner la mesure du choking, mais aussi tester l'efficacité des différentes méthodes qui peuvent être appliquées, dont celles que je t'ai dit, mais aussi d'autres là, que je me trouvais avec mes étudiants à maîtrise et au doctorat. Donc, je te dirais oui, ça. Dans les 2 prochaines années, je vais me pencher sérieusement là-dessus. Surtout que, pour moi, c'est une thématique qui était vraiment intéressante, sauf que j'avais l'impression d'être un des seuls à m'intéresser à ça. OK. Je me rends compte que finalement, ça intéresse beaucoup de gens. Puis, tu sais, j'ai des étudiants qui m'ont dit hey, « Vincent, moi, j'aimerais ça travailler là-dessus. » Puis là, ben moi, mon travail devient vraiment plus simple dans ce temps-là. On va monter des capsules de préparation mentale pour aider les athlètes. On va monter aussi des guides pour les entraîneurs sur comment mieux exprimer leur feedback. Puis comment réagir aussi à la suite d'un épisode de choking. Mm-hmm. Présentement, j'ai une étudiante qui travaille sur ce sujet-là avec Curling Québec. Okay. Donc, on fait à peu près le même genre d'études qu'on a faites au hockey, ouais. mais au curling, puis on essaie vraiment de travailler l'aspect préparation mentale. Okay. Plus que la mesure, mais vraiment comment on fait pour que ça arrive. J'imagine qu'elle se concentre sur ceux et celles qui lancent les pierres et non pas les balayeux. Ouais, quand tu balaires, c'est rare que tu choses ça. Ouais. J'imagine. Là, je suis pas un spécialiste en curling, mais ça me semble. Et à l'inverse, là, je t'ai demandé s'il y avait des gens qui t'avaient approché, mais est-ce qu'à l'inverse, tu as eu des critiques? Des gens qui, tu sais, voyons donc, s'appelle du nuage ou qui ont décrié ce que tu as fait comme travail ou. À l'extérieur de 2-3 commentaires Facebook, ouais. non. OK. Bon. Puis, s'il n'y en avait pas eu, là, on se serait inquiété. Comme... oui, surtout quand ça parle de hockey, tu sais. Ouais. OK, bon, ben, good. Je suis content pour toi. Je te souhaite, de pas t'endormir tout de suite parce que le café, sinon, il n'aura pas fonctionné. Mais surtout que l'étude se poursuive bien puis qu'il y ait des retombées intéressantes pour toi puis pour les équipes que tu vas suivre. Un gros merci du temps que tu nous as accordé sur le podcast Les Glorieux. Puis, bonne continuité dans ton travail. Un gros merci de m'avoir invité. Ça fait plaisir. Puis, tes questions sont super pertinentes. Génial. Donc, bonne chance pour toi aussi. Là. J'ai vu que tu avais déjà des très, très bons podcasts sur ta plateforme. Yes. Continue comme ça. C'est vraiment intéressant à écouter. Génial. C'était Vincent Huard-Pelletier, professeur en développement et en préparation mentale des athlètes du côté de l'UQAC. Ça, c'est l'Université du Québec à Chicoutimi. Hein? L'UQAC aussi se souvient que c'était Chicoutimi avant que ça s'appelle Saguenay. Je suis pas tout seul. Merci tout le monde. C'était JB Gagné, ton animateur, et je vous dis à la prochaine pour un autre podcast, Les Glorieux. Bye bye tout le monde.